La bibliothèque Marguerite Durand qui vous accueille est très contente de voir autant de monde ce soir, d'autant qu'on vit un moment qui est assez exceptionnel et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on accueille Lucie Barrette, ici présente, qui nous présente son nouveau livre. On n'a pas le livre. C'est vrai qu'on n'a pas le livre. J'ai l'autre, mais je parle de celui dont on va parler ce soir. Donc Lucie, tu es enseignante-chercheuse, spécialisée en littérature française et spécialiste du 19e siècle. Tu enseignes à l'université du Havre, en Normandie, et tu as, en 2018, soutenu ta thèse sur les écrivaines journalistes sous la monarchie de Juillet. Ensuite, tu as proposé ce livre en 2022, donc Corset de papier. Donc c'est un document, un livre dans lequel tu analyses l'émergence des codes qui vont conduire à faire de la presse féministe un corset. Je ne spoil pas, je vous invite vraiment à découvrir presse féminine. Donc je vous invite à découvrir ce livre qui est vraiment palpitant. Et donc ce soir, on est réunis pour présenter ce second livre qui est une nouvelle biographie de Marguerite Durand. Voilà, je n'en dis pas plus. Pourquoi est-ce que le moment est tout à fait exceptionnel? Marguerite Durand, c'est la fondatrice de la bibliothèque qui nous rassemble ce soir, et c'est aussi la première conservatrice de la bibliothèque. Or, il se trouve que ce soir, on a dans cette salle 3 moments d'histoire de la bibliothèque sous la forme de 3 conservatrices de la bibliothèque. Donc on a ici Simone Blanc, qui a été, voilà, très bien. Donc vous avez été conservatrice de 1983 à 1989, et dans les choses incroyables que vous avez faites, vous avez déménagé les collections de la bibliothèque de la mairie du 5e arrondissement, où la bibliothèque se trouvait, dans cette bibliothèque-là, donc dans la bibliothèque Jean-Pierre Melville. C'est vous qui avez assuré le déménagement des collections de la mairie du 5e au 13e arrondissement. Nous avons Annie Mess. Voilà. Donc Annie a été conservatrice à la suite de Simone, donc de 1989 à 2020. Voilà. Et dans les choses extraordinaires, donc pour la bibliothèque, c'est toi qui a contribué à créer l'association Archives du féminisme, dont la bibliothèque Marguerite Durand est membre fondateur. Donc cette association qui aujourd'hui se trouve à Angers. Ensuite, autre chose très importante, en tout cas pour la bibliothèque, ça a été de montrer en 2010 l'extraordinaire collection de photos possédées par la bibliothèque dans une exposition, donc qui a eu lieu à la Galerie des bibliothèques à l'époque, donc en 2010. Et enfin en 2017, ça a été le grand moment de la lutte, puisqu'il a été question que la bibliothèque Marguerite Durand quitte ces lieux pour d'autres. Mais rien ne convenait, c'était très compliqué, et tu as été avec toute l'équipe quasiment ici présente au cœur de cette lutte. Quant à moi, modestement, j'ai pris la suite et la relève d'Annie en 2020. Alors en 2031-2032, ce sera les 100 ans de la bibliothèque Marguerite Durand. Normalement, je devrais avoir pris ma retraite à ce moment-là, mais si on m'invite, probablement je viendrai. Donc voilà, je vous souhaite vraiment la bienvenue, une très bonne soirée, et je passe la parole à mes collègues. Alors, bonsoir à tous. Donc on est effectivement très 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 contente d'accueillir Lucie ce soir pour 2 raisons. D'abord parce qu'on est ravis qu'il y ait une nouvelle biographie de Marguerite Durand et on espère qu'elle va enfin être connue à l'échelle de tout ce qu'elle a pu faire. Et puis la deuxième raison, c'est que Lucie, elle a fini par faire un peu partie de l'équipe ces derniers mois, parce qu'elle était beaucoup ici, on a beaucoup échangé, on a beaucoup discuté, on a eu, voilà, c'était vraiment une aventure qui était aussi collective par moments. Donc on est ravis de vous présenter enfin ce livre et puis Lucie ce soir. Donc déjà, comment toi, tu as rencontré Marguerite Durand ? Alors, évidemment, je commence par les usages de remerciements un peu émus, forcément, un peu fébrile de voir autant de monde. Ça fait vraiment plaisir. Je suis très émue de voir les 3 générations de conservatrices. Quelqu'un qui a très bien connu ma thèse aussi, qui est dans la salle. La famille, les amis, les éditrices. Vraiment, merci à tout le monde d'être là. C'est hyper touchant. Et je suis hyper contente qu'il y ait plein de gens dans la bibliothèque. Ça fait très plaisir.
Évidemment l'équipe qui m'a nourrie, hydratée parfois, rassurée plein de fois aussi, caféinée, voilà. Et donc Marguerite Durand, comment je l'ai rencontrée? En histoire de la presse, elle est quand même un peu incontournable. Elle apparaît toujours pour la Fronde. Voilà, on la connaît vraiment. Elle apparaît dans beaucoup de travaux scientifiques sur l'histoire de la presse. Et moi, en travaillant sur la presse féminine du 19e, évidemment qu'elle était dans mes faisceaux de recherche. Et comment j'en suis arrivée à travailler sur précisément un projet de biographie, c'est que au départ, je venais à la bibliothèque pour un chapitre d'un ouvrage pour lequel j'ai signé avec une illustratrice pour l'année prochaine. Et donc je viens pour un chapitre en me disant si je dois trouver des informations sur Marguerite Durand, évidemment que c'est ici que je vais venir les chercher, et que je m'attendais à vraiment pouvoir consulter beaucoup de travaux scientifiques, des thèses, beaucoup de biographies, comme on en a sur, je sais pas combien de biographies de Victor Hugo, mais je pense qu'il y en a quelques-unes par exemple. Et en fait, je m'aperçois que les travaux sont peu nombreux, difficilement accessibles, parfois datés dans leur manière d'envisager une femme qui est très active et qui est féministe. Donc, j'appelle les pérégrines, les éditrices ici présentes, en leur disant, en fait, on va pas faire un chapitre, je crois qu'il faut qu'on fasse une biographie. Voilà. Et c'est comme ça que vraiment Marguerite Durand est arrivée sous le pseudonyme de Tigre, je pense qu'on en reparlera, et que j'ai travaillé pendant, je pense, 18 mois. Je crois que je suis venue 18 mois très régulièrement là-bas, là au fond, pour explorer le fond. Et je pense qu'il y a ça aussi, on en parlait avec Carole. Carole, j'ai vu que vous avez entendu là à l'instant. Ce qui aussi permet cette nouvelle biographie, c'est l'énorme travail sur le fond qui a été produit pour qu'il soit extrêmement facile d'accès, qu'on puisse y naviguer de façon très précise. Pour ça, mais on ne saura jamais le dire assez, combien ce travail-là, c'est précieux pour la recherche. On ne pourrait pas faire de recherche s'il n'y avait pas ce travail extrêmement important de nomenclature du fond, de tri, enfin, voilà, vous êtes archi précieuse pour ce qu'on fait, donc merci encore de ça. Alors, tu as écrit une petite présentation de Marguerite que je trouve assez réussie. Imaginez, elle est actrice pour la Comédie Française. Elle crée un journal féministe, un cimetière pour animaux, des syndicats de travailleuses. Elle se présente à plusieurs élections alors que les femmes sont inéligibles et n'ont toujours pas le droit de vote. Elle administre un club automobile pendant la Première Guerre mondiale. Elle initie un club de femmes journalistes et une résidence de repos pour les femmes journalistes. Elle fonde la toute première bibliothèque d'archives féministes dans laquelle elle meurt un lundi midi. Le tout en flambant à Monte-Carlo, en se faisant draguer par l'empereur allemand et Georges Clemenceau, en se mariant à l'avocat de Louise Michel, en trouvant de l'argent magique pour financer les luttes suffragistes et les journaux féministes, en tissant des amitiés féminines pour la vie avec Séverine, autre badass incroyable. Alors moi j'ai deux questions. D'abord, qu'est-ce qui t'a le plus étonné dans la vie de Marguerite qui est pleine de surprises et d'étonnements? Et est-ce que tu pourrais nous parler aussi justement des femmes qui ont été importantes dans la vie de Marguerite Durand? Choisir une expérience de Marguerite Durand, au vu là de la liste, qui est quand même assez étonnante. En fait, c'est ça, je crois, qui m'a le plus surprise en découvrant Marguerite Durand. C'est évidemment l'importance de la Fronde. Bon, ça, maintenant, c'est quand même bien documenté. On sait combien ça a été une expérience fondatrice dans l'écriture féministe de la presse, parce que c'est le premier quotidien, etc. Mais c'est les 1000 autres choses qu'elle a fait. Je crois que ce qui m'a le plus surprise, mais parce que c'est vraiment apparu, ça a surgi comme ça, c'est le cirque équestre. Mais alors là, vraiment, sur quelques années, en 10 ans, elle monte un journal, elle assiste à des congrès féministes, elle fait un bébé et elle fait du cirque équestre. et ça, c'est surprenant. Et en fait, je l'ai découvert parce que elle a quand même un certain ego, Marguerite Durand, et donc elle écrit une sorte de CV, un peu de curriculum qu'on lui demande pour la bibliothèque, et donc elle fait un peu une liste des éléments qu'elle estime importants de sa vie. Et en disant ensuite, d'ailleurs, derrière, bon, vous en ferez bien ce que vous voudrez, et si jamais vous venez l'idée d'en faire une biographie, les lecteurs en seraient ravis.
évidemment. Et dedans, je vois élève de Franconie. Sauf que moi, j'ai pas de connaissances en cirque équestre. Je ne sais pas qui est Franconie à ce moment-là. Et je me dis, bon, bah, je verrai plus tard. Et en fait, je finis par découvrir que c'est vraiment un truc, Franconie au 19e et le cirque équestre sur cette période-là de la toute fin du 19e, tournant du 20e, à ce point qu'on appelle ça l'ère des écuyères, à laquelle Marguerite Durand donc a participé en faisant du cirque équestre. Donc je n'ai pas encore trouvé, et j'ai cherché pourtant, j'en appelle aux prochaines chercheuses et chercheurs qui travailleront sur le fond, des affiches ou des annonces dans lesquelles on voit Marguerite Durand sur les spectacles de cirque équestre qui sont donnés. Mais là où je trouve ça particulièrement fascinant, c'est précisément dans la pluralité, dans la variété des activités. C'est-à-dire que on peut passer on cherche à financer un bâtiment de fédération féministe et en même temps aller effectivement à Monte-Carlo pendant un mois parce que bon, elle est un peu fatiguée, quoi, j'imagine, et flamber comme ça et noter dans son agenda ce qu'elle gagne, ce qu'elle perd. Évidemment qu'elle perd beaucoup, quand même. Et c'est ça, je crois, vraiment qui me fascine le plus chez elle. Et parfois tout en même temps. La période du théâtre, elle essaie de monter un théâtre à Berlin en 1902, alors que la Fronde continue de paraître quotidiennement et qu'elle vient d'ouvrir un cimetière pour animaux. Comment c'est physiquement possible de tenir autant d'activités en même temps? Voilà, je crois que c'est vraiment ce qui me fascine le plus chez elle. Et pour les femmes importantes, oui, Séverine, c'est impossible de passer à côté d'elle. Donc Séverine, c'est un pseudonyme, hein, Caroline Rémy, qui est pour le coup, Séverine, on la considère à juste titre comme la première journaliste femme professionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, sur l'échelle de sa vie, elle a gagné sa vie en étant journaliste. Voilà, elle n'a pas fait grand-chose d'autre que ça. Elle a publié un peu, mais surtout des compilations de ses articles. Sinon, elle est principalement journaliste. J'ai l'impression que le micro, des fois, saute. Mais vous m'entendez quand même? Ouais. Et donc, Séverine et Marguerite Durand se rencontrent, je pense, soit par la comédie, dans laquelle certainement Séverine devait fréquenter, soit par Georges Laguerre, puisque Georges Laguerre, qui est le premier mari, qui est d'ailleurs le seul mari en réalité, de Marguerite Durand, a défendu Séverine et le Radical, qui était le journal dans lequel Séverine travaillait et dirigeait. Et je pense qu'elles se sont rencontrées comme ça, mais tout de suite, c'est un coup de foudre amical entre elles deux. Elles se tombent pas dans les bras, mais j'essaye celui-là. Là. Elles se tombent pas dans les bras, mais c'est tout comme. Et surtout, elles s'envoient des centaines de lettres qui sont autant de snaps qu'on s'enverrait nous aujourd'hui. Je pense qu'elles auraient eu plein de flammes, certainement. Parce que véritablement, elles s'envoient plein de petits mots doux. Elles ont des surnoms entre elles deux. Alors Séverine jouait un peu du fait qu'elle était un tout petit peu plus âgée que Marguerite Durand, mais un tout petit peu, je crois qu'elles ont 7 ou 8 ans d'écart, c'est vraiment très peu. Mais Séverine est toujours là, alors mon petit, ma petite fille, ma petite chérie, et c'est vrai que c'est une amitié qui est très tendre, qui est aussi une amitié professionnelle, où parfois là, c'est parfois un peu plus houleux, parce que le rapport de Marguerite Durand à l'argent est complexe et que des fois elle a pas l'argent pour payer les rédactrices, et Séverine s'en plaint bien sûr, à juste titre, hein. Elle travaille quand même très régulièrement pour la Fronde et elle n'est pas toujours payée, ce qui est évidemment un problème. Mais leur amitié perdure comme ça jusqu'à la fin de vie de Séverine, où donc Séverine vit à Pierrefonds, qui est dans l'Oise, qui est vraiment une maison une maison dans laquelle Séverine, qu'elle appelle les 3 marches, en souvenir de l'auberge dans laquelle elles ont passé du temps pour couvrir le procès en révision de Dreyfus. Et donc, vraiment sur la fin de vie, Séverine a beaucoup de mal à se déplacer, elle envoie ses articles en retard, évidemment elle a beaucoup de soucis de santé, et en fait Marguerite Durand, ni une ni deux, bien sûr qu'elle va vivre juste à côté. Pour pouvoir accompagner Séverine dans sa fin de vie. Effectivement, elle est là au dernier moment, elle assiste à la toilette mortuaire, enfin, elle est là, quoi. Vraiment, elle défend les intérêts aussi de Séverine au moment de la mise sous scellé de la maison. Enfin, oui, elles ont vraiment comme ça une amitié extrêmement importante, et qui est une amitié qui est, je trouve aussi,
sur différents plans, quoi. Professionnels, bien sûr, elles sont aussi camarades, elles vont beaucoup militer ensemble, notamment sur les questions suffragistes. Est-ce que tu peux nous dire en quoi Marguerite est vraiment une femme de son époque, de la belle époque, mais en quoi aussi elle est incroyablement moderne? Alors ça, faut lire le livre. Elle est de son époque sur les questions féministes, je trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, elle reflète tout à fait les questionnements qui vont traverser les mouvements féministes à ce moment-là. Je trouve que typiquement, son rapport à la séduction et son rapport aux codes esthétiques. Oui, la toilette, voilà, c'est ça. J'ai mis un collier de perles parce que Marguerite, on en parlera peut-être, mais elle avait vraiment un truc avec les perles. Et donc, dans sa manière d'incarner son genre et d'en faire une stratégie, c'est-à-dire qu'il y a pour Marguerite Durand dans sa stratégie féministe cette idée que, par exemple, elle trouvait que Madeleine Pelletier avait les cheveux trop courts. Et que bon, ça nous aidait pas les féministes parce que c'était attirer un peu les foudres des conservateurs qui estimaient que ces féministes qui se transforment en hommes, quoi. Voilà. Bon, et ça, c'est un vrai débat qui circule dans les différents mouvements féministes. Quand Marguerite Durand va à Berlin, j'en parlais pour le théâtre, elle propose des conférences féministes à ce moment-là, et avec les féministes allemandes d'alors. C'est sur ce terrain-là que ça chatouille un peu, parce que les féministes allemandes de lui dire oui, mais en fait, continuer de performer les codes du féminin, est-ce que c'est pas jouer le jeu précisément du patriarcat? Alors c'est pas dit comme ça, mais aujourd'hui on peut le préciser en ces termes. Et elle, Marguerite, sa stratégie, c'est de l'acceptabilité. C'est vraiment de se dire, bah oui, mais au moins on n'attire pas l'attention là-dessus. On ne disperse pas les efforts sur le fait de ne pas performer son genre. Voilà. C'est aussi son côté très bourgeois. Et oui, Marguerite Durand est une bourgeoise, elle est issue de ça, et donc elle c'est vrai qu'elle incarne aussi ces codes-là, et aussi dans la toilette, il y a un chapitre dans la biographie qui s'appelle Get Ready with Marguerite, où on a vraiment sa routine beauté. C'est un truc. Et on sent que c'est important. Mais en fait, ce que je trouve aussi assez touchant, c'est qu'on sent que c'est important d'un point de vue stratégique, mais on sent aussi que c'est important, sans faire de la psychologie de Monoprix, évidemment, mais on sent que c'est aussi sa routine, elle est importante au vu de la variété de ses activités. En fait, elle a quand même besoin de choses qui se répètent sur lesquelles ça bouge pas. Et peut-être que cet argument de la parure, de toujours être bien apprêtée, est-ce que c'est pas un peu une armure quand elle se présente en 1910 là devant des foules? On voit, les photos sont assez connues, elle est très apprêtée, elle a toujours des plumes, des épaulettes immenses. Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui va au-delà de la coquetterie, voilà. Mais en ça, elle représente, je trouve, elle est assez typique de l'époque aussi, de ces silhouettes qui en 5 ans évoluent très très vite. Entre eux, est-ce qu'il faut des faux culs? Donc c'est vraiment la crinoline, quoi, qu'on met derrière à l'arrière-train pour la silhouette en S, les corsets, bien entendu. Bon. Et t'as une autre question, en quoi elle est moderne? Oui. Elle est moderne sur vraiment beaucoup de choses. Je trouve que les revendications qu'elle pose sur le travail des femmes notamment, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas encore gagné. Voilà. Et c'est déjà posé, l'égalité salariale effective, le salaire domestique. Aujourd'hui, on parlerait d'intersectionnalité, dans le fait il faut que les différentes classes sociales s'allient pour atteindre cet objectif d'égalité salariale notamment. Évidemment, là-dessus, elle est très très moderne. Et puis dans ses choix de vie perso aussi, donc je parlais de son rapport à la séduction, mais elle s'en fiche, quoi. C'est-à-dire que vraiment, elle fait des bisous à plein de gens. Parfois, il y a vraiment une période, alors je sais pas quelle était cette période, ce que ça représente dans sa vie, mais il y a vraiment une période où, donc dans ses agendas, elle note avec qui elle invite dans son lit. Mais littéralement, c'est j'ai dormi avec ou j'ai invité dans mon lit. Bon. C'est aussi comme ça qu'on sait qu'avec les Rothschild, par exemple, il y a toute une rumeur autour du fait que peut-être elle avait été la maîtresse
d'un des frères Rothschild. Non, les frères Rothschild, ils ne viennent jamais dans son lit. Pour le coup, ils sont très amis, ils se voient beaucoup, elle leur demande plein de conseils, je pense qu'elle investit beaucoup d'argent grâce à eux aussi, mais il n'est pas question de plus que ça. Et bon, il y a vraiment une période où elle est très libérale sur les gens avec qui elle fait des bisous, et elle est très tranquille avec ça. Et d'ailleurs, René Viviani, qui est un amant éconduit, et il était conduit parce que elle le trouve insupportable à être jaloux. Elle dit, mais tu me mènes une vie d'enfer parce que tu supportes pas que je vois d'autres gens. Donc aujourd'hui, où on parle de relations libres, polyamour, etc. Bon, Marguerite, elle était déjà très tranquille avec ça. Voilà. Entre autres modernités. Donc tu disais que tu avais eu du mal à trouver des travaux, des œuvres sur Marguerite Durand. Par contre, tu as eu accès ici à une énorme quantité de documents bruts, de matériaux bruts. Comment est-ce que tu as fait pour organiser ton travail de recherche, pour pas te perdre là-dedans? Alors je crois que j'ai accepté de me perdre. Je pense que il y a un moment, c'est tellement foisonnant et ça va tellement dans tous les sens, précisément parce qu'elle a une activité qui est tellement plurielle que dans un dossier où elle commence à parler de la fronde, en fait, elle va aussi parler d'autres choses à côté. Enfin, il y a vraiment, effectivement, c'est complètement, c'est colossal. Je pense que les archives qui sont les plus difficiles à traiter, c'est tous ces brouillons de conférences, puisque ce ne sont que des notes manuscrites sur du papier qui a bien sûr maintenant presque 150 ans parfois. C'est ça? Je sais plus compter. 100 ans? Bon, mettons par là, 100 ans, un siècle. Qui s'est écrit soit à la plume, soit au crayon bleu. C'est vraiment ça, son écriture ronde. Et puis ce sont des brouillons de conférences. Donc c'est pas du tout... c'est pas correctement rédigé, la syntaxe c'est pas incroyable, des fois je comprends pas ce qu'elle écrit, malgré là le fait que j'ai quand même passé 18 mois à la lire, à quand même maintenant bien reconnaître. Et comment je me suis organisée, en fait, vous m'avez vu beaucoup, voilà, ça a été ça a demandé vraiment de nombreux jours de travail et de consultation, et parfois y revenir, parce que je pense que j'ai regardé une première fois tout le fond de façon chronologique. Et en fait, il y a des moments où j'ai eu besoin de revenir sur des périodes antérieures parce que des éléments que j'avais découverts sur la suite me permettaient de comprendre en réalité ce dont il était question dans les débuts. Voilà. Donc ça a été comme ça des sauts dans le fond d'archives. Et après par thématique, une fois que j'ai décidé que la biographie suivrait le tracé du curriculum dont elle parle au début, en disant puisque elle-même a déjà tracé le plan de sa biographie, autant être intègre et le suivre. Une fois que j'ai décidé ça, j'ai repris vraiment comme ça. Mais c'est certain que le fond, et je pense qu'il est... il y a une personne qui a bien travaillé aussi sur le fond, qui est Marion Kegistela, qui a travaillé sur l'exposition des femmes célèbres. Et elle pourra elle aussi en témoigner que c'est colossal et que ça prend beaucoup de temps. Et je pense qu'on en a... évidemment que j'espère que ce travail il est précis, qu'il donne des clés de lecture, de compréhension, mais j'ai tout à fait conscience qu'il n'est pas exhaustif et que ça mérite d'y retourner vraiment sur des sujets plus précis, d'aller creuser encore. Là, on en a discuté ensemble, mais par exemple, les liens des féministes avec la maçonnerie, sur la franc-maçonnerie, sur la fin du 19e. Ça, moi, c'était un peu une découverte. Mais est-ce que du coup, je fais un mail au Grand Orient? Comment ça se passe? Aucune idée. Ça, par exemple, je pense que c'est un sujet qu'il faudra continuer de creuser. Il y a le cimetière, son histoire. Enfin, il y a encore le cimetière pour les animaux. Il y a encore plein de choses qui méritent d'être presque. Il faudrait un livre par chapitre, tant le fond mérite d'être encore exploité dans des travaux scientifiques aussi, je pense. Oui. C'est vrai que c'est une des choses que j'ai vraiment admiré dans ton travail, c'est la façon dont tu as réussi à transformer tout ça en quelque chose d'assez fluide et en même temps de concis, parce que nous-mêmes on s'y perd quand on a envie de raconter des choses sur Marguerite Durand. En fait, ça va très vite d'être complètement débordé par la masse. Donc ça, tu as très bien réussi à faire et c'est très agréable à lire.
Parmi toutes ces archives, tous ces documents qui sont passés entre tes mains, du coup, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus marqué que les autres, plus touché, ou plusieurs? Ah ouais, plein. Ces agendas, je dirais, ces agendas, c'est vraiment ce qui m'a le plus... ça m'a fascinée parce que, et en même temps qui m'a posé plein de questions, je crois qu'on en reparlera, mais parce que... pour le coup, ce ne sont pas des écrits publics, c'est-à-dire que ce ne sont pas des écrits qu'elle-même a décidé de rendre publics. Il me semble qu'elle les a, que c'est sa belle-fille qui a donné à la bibliothèque. Sauf que dans ses agendas, elle note absolument tout. Elle note, elle va noter tous ses rendez-vous, évidemment, comme un agenda, mais elle va aussi noter toutes ses dépenses d'argent, les pourboires qu'elle donne, comment elle se sent, ses cycles... enfin vraiment tout, elle est couchée, avec qui elle dort, comment elle s'habille pour tel bal, tel dîner, vraiment elle note absolument tout. Et ça, c'est quand même extrêmement impressionnant de précision et puis d'intime en fait. Et je crois que c'est ça qui c'est vraiment l'endroit où ça m'a posé plein de questions sur, mais en fait comment on traite ça. Tellement ça relève de la quotidienneté, de l'intime. Donc vraiment les agendas, j'ai adoré même le fait qu'elle prenne toujours les mêmes, que son code d'écriture ce soit toujours le même à l'intérieur, voilà, ce qu'elle note en bleu, ça je trouve ça, les étrennes, ce qu'elle reçoit, ce qu'on lui offre pour sa fête. C'est quand même voilà, ça je crois que les agendas c'est ce qui m'a le plus fasciné. Et ce que ça révèle aussi, parce qu'il y a à la fois ces informations qui sont d'une intimité assez touchante, et à la fois, elle va tout aussi bien raconter la réunion à laquelle elle assiste au moment de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Et donc, elle est convoquée à l'Élysée en tant que membre du syndicat des directeurs et directrices de presse. Et donc, voilà, quel est l'accord de discrétion qu'on demande à la presse. Ben, ça, elle raconte aussi ça. Donc, on a vraiment et du très trivial, à la fois aussi de la matière considérée aujourd'hui comme historique, mais du coup, ce qui pose la question, j'en parle aux historiens du fond, ce qui pose la question de qu'est-ce qui fait histoire en réalité. Est-ce que voilà, le fait qu'elle ait des migraines à chaque fois qu'elle a ses règles ou le fait qu'elle soit convoquée à l'Élysée, est-ce qu'on peut les mettre sur le même plan? Donc ça, c'est une grande question. Et l'autre question, et l'autre archive, mais que vous m'avez fait découvrir parce que quand même aussi, à force de travailler ici, c'est vrai, tu disais merci de m'avoir considéré comme un peu une partie de l'équipe. J'ai quand même eu accès aux archives qui sont conservées en bas. Et donc là, dans les magasins, et ce qui là est exposé, moi, ce que je trouve incroyable, c'est la mèche de cheveux qui a été découpée sur le lit de mort de Marguerite Durand et qui a été conservée jusqu'à maintenant et qu'on peut voir là. Et ça, quand tu m'as montré ça, j'ai trouvé ça incroyable ok, la relique de Marguerite Durand. Allez, c'est parti. Ça, je trouve ça assez fou. Ouais. Et du coup, il y a effectivement, il y a beaucoup d'informations et on a accès à travers le fonds d'archives à des choses très très intimes. Mais il y a aussi tout un tas de pans de sa vie qui manquent complètement et sur lesquels on n'a aucune trace. Ce qui est un peu étonnant, sachant que c'était vraiment au cœur de sa démarche. Elle a quand même, elle a conservé des choses dans ses agendas qui nous sont parvenus par hasard et heureusement, mais c'était pas forcément destiné. Elle ne l'avait pas mise dans ce qu'elle pensait léguer à la postérité. Mais voilà, donc du coup il y a quand même beaucoup d'éléments manquants et de grands mystères autour de la vie de Marguerite Durand. Comment est-ce que tu as fait pour combler ces trous ou quand tu n'as pas pu les combler, composer avec? Alors ça a été une grande interrogation d'écriture pour le coup. Est-ce que mon rôle en écrivant cette biographie c'est de combler les trous? Et ben moi j'ai décidé que non. Je pense par formation universitaire, j'ai décidé de ne pas inventer. Je n'ai rien inventé. Je dresse des hypothèses. Il y en a évidemment quelques-unes qui ont mes préférences, mais j'essaie de pas trop orienter la lecture vers mes préférences et de pas trop les dire. Mais j'ai décidé effectivement de rien inventer, de
de rester uniquement à ce qui était accessible aujourd'hui. Peut-être que plus tard, on découvrira de nouvelles correspondances qui ressortiront, qu'on aura accès à de nouveaux fonds. Peut-être que ce qui a été spolié au moment de la perquisition pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être qu'à un moment ça réapparaîtra et que là, hop, on aura de nouvelles choses qui du coup combleront ces blancs-là. Pour le moment, bon, effectivement, on a des grands mystères. Je trouve que il y a deux grands mystères, moi, qui continuent de m'interroger. C'est évidemment la paternité de Marguerite Durand, puisque en 1907, elle écrit dans son agenda quelque chose comme « Ça y est, je sais enfin qui est mon père ». Génial, parce que de fait, il y a deux hypothèses qui se croisent et qui sembleraient avoir au début, Marguerite Durand en tout cas, semble adhérer à l'une et l'autre, puisqu'elle va à la fois dire d'une branche que c'est son oncle et de l'autre que c'est et d'une autre que c'est sa tante. Donc bon, et elle écrit, voilà, ça y est, on m'a enfin dit, on m'a enfin révélé qui était mon père. Sauf qu'elle ne note pas le nom de cette personne, puisque pourquoi est-ce qu'elle le noterait dans son agenda? Elle n'a pas besoin de le noter. C'est comme Albert, qui est a priori quelqu'un avec qui elle a eu une relation affective longue, puisque vraiment il intervient dans son quotidien beaucoup, et sauf qu'elle ne met jamais son nom de famille. En effet, personne ne note le nom. Je vais dîner avec mon chéri. On ne note pas son nom de famille dans son agenda, ça n'a pas d'intérêt du tout. Et sauf que nous, avec nos lectures contemporaines et notre recherche, bon, on reste avec Albert, voilà, et je sais qui est mon père. Bon, bah, je suis ravie qu'elle sache. Nous, on restera avec nos deux hypothèses, voilà, qui peuvent se nourrir l'une et l'autre, comme ça. Tu as un petit peu devancé tout à l'heure une question qu'on voulait te poser. Donc, on a relevé dans ta newsletter qui s'appelle Murmuration, dans laquelle tu écris des choses régulièrement sur ton travail, par rapport aux agendas de Marguerite Durand. J'ai trouvé à cet endroit ce qui me semblait le plus intime. J'y suis allée avec beaucoup de précautions. Le rapport au corps, les douleurs, les règles, le vieillissement. Et ça m'a beaucoup questionnée. Écrire en féministe, c'est à la fois donner à lire, donner à voir nos histoires, nos quotidiens, nos sensibilités, nos usages, nos contradictions. Mais c'est aussi respecter nos intimités. Il s'agissait alors de trouver la bonne ligne. Tout dire? Ne garder que ce qui flatte? Comment ne pas tomber dans le voyeurisme, ni dans la sexualisation, ni dans l'angélisme? J'ai fait des choix à partir des valeurs que j'ai comprises de Tigre. Tigre alias Marguerite, vous avez compris. Marguerite Durand a exprimé de son vivant le souhait que sa biographie existe. Elle en a même donné le plan. Elle ne faisait pas de mystère de sa liberté affective. Elle luttait pour les archives et l'histoire féministe. D'ailleurs, Tigre, peut-être tu peux nous expliquer, tout le monde ne sait pas forcément d'où vient ce pseudo. Et donc, voilà, tu t'es vraiment posé des questions, tu nous en as un petit peu parlé là sur les choix d'écriture à faire et comment te positionner, toi, vis-à-vis de Marguerite Durand et de ses contradictions. Si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, bah, c'est vrai que j'avais jamais écrit de biographie. À l'université, on fait pas trop ça. Il y a eu une école biographique, bien sûr, dans la critique, mais bon, en tout cas, moi, j'avais plutôt toujours été dans l'analyse de l'écriture, etc. Pas tant j'ai jamais eu à choisir comment j'écrivais la vie de quelqu'un, quoi. Voilà. Et c'est vrai, sur les questions d'intimité, c'est en plus, pour le coup, d'un point de vue féministe, je trouve, et c'est ce que je reproche souvent à la manière dont on évoque les femmes du passé. On oriente quand même souvent notre lecture sur leur vie personnelle en passant parfois un peu rapidement sur ce qu'elles ont fait. Voilà. Et moi, j'avais vraiment pas envie de reproduire ça. J'avais vraiment envie de montrer comment Marguerite Durand, alors oui, bien sûr qu'elle a une vie personnelle, qui traverse aussi ce qu'elle fait, ça va de soi, comme tout le monde en fait, mais elle a vraiment fait beaucoup de choses. Voilà. Et en même temps, aujourd'hui, lire la vie de cette femme par parfois ses inquiétudes du vieillissement, ça c'est très touchant, comment dans ses agendas, encore une fois, voilà, elle remonte une dernière fois la Fronde à la fin des années 20, et sauf que c'est dur, elle est fatiguée, elle le dit quoi, que ça lui pèse, comment elle dit à un moment qu'elle est
elle finira sotte comme ça toute sa vie, enfin elle mourra bête d'avoir tant dépensé d'énergie pour des journaux socialistes qui en plus lui rapportent rien. Enfin, vraiment, je râle comme ça. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qui témoigne de nos luttes, de nos parcours, de ce qui ne se dit pas beaucoup. Ça ne se dit pas beaucoup, ça. Encore aujourd'hui, même si désormais on sent que le discours se démocratise sur le vieillissement, sur le corps, etc., que ça est tant mieux. Mais on n'a pas beaucoup de témoignages de gens, de personnes du début du 20e. Ben, en fait, comment il n'y a pas de retraite, hein. Ça n'existe pas, la retraite avant, pour le coup avant 36, là. Je sais pas exactement, ouais, vraiment avant, quoi, juste avant. Comment ça, voilà. Et dans mes choix d'écriture, c'est là que je me suis positionnée de ce que j'ai compris de ces valeurs de transmission, de l'importance que le témoignage a pour elle, dans ce qu'elle a conservé, dans comment elle fait des conférences sur des femmes qui ont marqué l'histoire selon elle, de vraiment cette idée de passation de savoir féministe qu'elle estime extrêmement important. Donc, moi, à mon échelle et avec mon regard de féministe contemporaine, je me suis dit, bah oui, la question du vieillissement, ça a de l'intérêt. La question de comment on gère son corps, ça a de l'intérêt encore aujourd'hui. Voilà. Ah oui, Tigre. Alors, ce sont mes éditrices qui pourront aussi en témoigner. En réalité, au moment où on a signé le contrat d'édition pour la biographie de Marguerite Durand, précaution m'a été demandée quant à le fait de beaucoup en parler. Parce que, pour des logiques éditoriales qu'on peut désormais qu'on peut comprendre, deux biographies de Marguerite Durand qui sortent en même temps, c'est quand même dommage. Et donc, moi, dans mais même encore aujourd'hui, hein, dans mon agenda, dans mes écrits publics, pendant très longtemps, j'ai appelé Marguerite Durand Tigre, comme un nom de code, puisque Tigre, c'est le nom de sa lionçonne, que vous pouvez voir en couverture et sur l'affiche du Fémina qui est dans l'expo, puisque, comme un certain nombre de féministes du début du XXe, Marguerite Durand avait un animal sauvage à domicile. En l'occurrence, ici, c'est une lionçonne qui lui est offerte. Donc, elle garde avec elle quelques mois et qu'elle appelle Tigre. Alors, elle est facétieuse avec les noms de ces animaux. Hein. Il y a vraiment il y a Blouse Blanche, c'est une petite souris blanche. Il y a vraiment plein de noms comme ça d'animaux très très rigolos. Par ailleurs, Tigre, on peut difficilement ne pas penser à Clémenceau, dont elle était très proche, qui était donc son surnom, le surnom public qui lui était attribué pour sa férocité à l'Assemblée. Et ce que je trouve très drôle avec Tigre, pour le coup, c'est que là, sur l'affiche, en tout cas sur la couverture et sur la photo qui est dans le Féminin en 1910, c'est la période des élections législatives. Et en fait, donc elle fait un baptême pour Tigre. Elle envoie des cartons d'invitation où elle invite toute la belle société parisienne à assister au baptême de sa lionçonne qui s'appelle Tigre donc. Et elle en fait aussi un outil de promotion extrêmement efficace pour la campagne législative, puisque les journalistes sont bien sûr un peu attirés par le fait qu'elle ait une lionçonne chez elle, ce qui est peu commun quand même malgré tout. Et les journalistes arrivent chez elle. Et il y a cette lionçonne qui accueille les journalistes, pas toujours très à l'aise du coup d'être accueillie par un fauve, et qui raconte l'article du Féminin. Il est hyper drôle parce que vraiment on a un journaliste qui arrive pour parler des législatives avec tous les enjeux politiques, évidemment suffragistes, etc. Mais qui voit le jardin complètement défoncé, il n'y a plus un coussin qui est entier, parce que cette lionçonne, évidemment, qui grandit, commence à tout détruire. Et Marguerite Durand de conclure, non, mais si, ça y est, là, on commence à... Maintenant, elle reconnaît le son de ma voix, c'est quand même pas mal. Mais sur la photo, là où je la trouve aussi extrêmement fascinante, cette photo, c'est qu'on la voit, elle pose quand même avec, comme d'habitude, voilà... la pose de Marguerite Durand, cette lionçonne du coup. Mais ce qu'on voit très peu en arrière-plan, c'est qu'il y a quelqu'un qui tient la lionçonne, évidemment, avec une chaîne et je pense que c'est quelque chose qu'une cravache ou quelque chose. Parce que quand même, c'est un animal sauvage, un peu massif, qui sera bien sûr quelques mois après, qui partira de chez Marguerite pour aller au Jardin des Plantes. Ouais, voilà, c'est ça. Merci. Tu peux le redire.
Ouais, Sophie. Alors, Marie-Lou l'a dit tout à l'heure, parce que nous on a eu la chance de déjà la lire, cette biographie. L'écriture est extrêmement fluide, c'est vraiment très agréable à lire. Ça tourne les pages, on tourne les pages. Même nous qui connaissons bien Marguerite, on a appris beaucoup de choses. Donc, on devine que l'idée, c'est vraiment de faire découvrir Marguerite Durand au plus grand nombre. Mais toi, tu es enseignante chercheuse, tu as écrit une thèse, c'est pas ton écriture, on va le dire, peut-être plus habituelle. Donc, comment tu as abordé justement la question de l'écriture dans cette biographie? Je crois que c'est mon écriture naturelle. Pour le coup, l'écriture scientifique, elle est très exigeante et c'est normal. Hein, le projet le justifie complètement. Et encore là, les éditrices pourront en témoigner. On a enlevé plein de blagues parce que en réalité, bon, moi j'aime quand même bien ça, les facéties dans les notes de bas de page. Et dans l'écriture, effectivement, ce que je cherche, c'est ça, c'est cette idée de transmission, qui est, je crois, en plus la manière dont moi j'investis la recherche. C'est-à-dire que aller passer 18 mois dans un fonds d'archives à essayer de dresser des liens, de comprendre quels en sont les enjeux, de bien saisir le cadre, etc. J'ai l'impression que ma formation m'y amène et que l'exigence de la formation de service public, c'est aussi ensuite de redonner. Voilà. Et de redonner effectivement à des gens qui n'ont pas forcément la possibilité de passer 18 mois au fonds d'archives ici. Et donc, il y a vraiment cette idée, oui, et j'ai l'impression en ça aussi de respecter les projets de Marguerite Durand, de transmettre cette histoire féministe qui est une étape parmi tant d'autres, hein, évidemment, qui n'est pas du tout définitive, qui n'est pas exhaustive, mais qui contribue à cette idée du savoir collectif dont on a besoin pour aller bien collectivement. Et donc, dans l'écriture, oui, il y a cette idée de synthèse, évidemment, d'écrire de façon un peu brève, que ce soit pas extrêmement long. Voilà, on sait, les thèses de 800 pages, elles sont pas publiées telles quelles, ou alors c'est pour un public très restreint, ou en tout cas de personnes qui sont en capacité de digérer une telle somme d'informations. Moi, ce que j'aimerais avec ce livre, c'est qu'effectivement, il y ait à la fois des gens qui sont pas du tout des universitaires et qui puissent se dire oh, Marguerite Durand, elle, quand même, c'est pas mal ce qu'elle a fait. Tiens, la prochaine fois que je vois son nom apparaître, je saurai de quoi il est question. Mais également que ça puisse peut-être inspirer des volontés d'aller plus loin, pour que des chercheurs et chercheuses puissent se dire ah là il y a quelque chose puisque c'est documenté. Voilà, je renvoie toujours au fond, etc. Et que en fait le maximum de personnes puissent s'en saisir. Donc j'ai pas transigé sur la rigueur académique. Voilà, j'ai pas comblé les lacunes, j'ai pas inventé. Ouais, vraiment, j'ai pas inventé. Par contre, effectivement, dans les choix d'écriture et de volonté, c'est mais il faut que tout le monde la connaisse parce qu'elle est quand même extra. Alors justement, Marguerite, elle est extra. C'est vrai que nous, ici, on a un peu toute la sensation de la connaître, Marguerite. On a l'impression de la côtoyer tous les jours parce que y a son buste, il y a son portrait, parce que c'est sa bibliothèque et qu'on a l'impression de continuer son travail. Et donc, quand tu es venu, on a beaucoup discuté des recherches que tu as pu faire aussi à l'extérieur. Tu nous as appris des choses. Nous, on allait farfouiller, trouver des documents qu'on connaissait pas. Et voilà, on te prévenait tout de suite. Et donc, on a beaucoup parlé de cette relation un peu étrange qui s'établit entre nous, aujourd'hui, là, en 2025, et puis cette femme qui a vécu, effectivement, il y a un siècle. Et voilà, je voulais que tu nous en parles un petit peu de cette relation. C'est vrai que c'est spécifique, hein. C'est atypique quand même parce que là encore dans la recherche ça m'était pas arrivé parce que les personnes sur lesquelles j'avais travaillé, peut-être c'était plus ancien, hein, j'ai beaucoup travaillé sur des femmes journalistes plutôt au milieu du 19e siècle, donc c'est encore plus ancien, et j'avais pas forcément accès à leurs archives personnelles, j'avais pas les archives privées,
Voilà. Et là, c'est certain que ça crée quelque chose d'assez singulier et avec lequel je trouve en plus il faut garder une bonne distance parce que parfois elle est contrariante, Marguerite Durand, avec nos yeux contemporains. Alors là quand même elle exagère, mais pour autant, bon bah il faut le dire qu'il y a des éléments sur lesquels elle n'est pas tout à fait ok. Il y a des choses sur lesquelles elle n'a pas eu tout à fait le nez fin. Le début du boulangisme, pas hyper le nez fin. Et pourtant, bon bah c'est là, voilà. Elle était jeune, oui. Bon, c'est pas comme si c'était sa seule erreur de parcours non plus. Et donc, à la fois, évidemment que il y a de l'attachement qui se crée puisque on est dans ses écrits individuels. Voilà, les écrits sur l'épisode de violence conjugale qu'elle subit, qu'elle écrit, son rapport à son enfant, notamment, qu'elle appelle tout le temps bébé alors qu'il est très grand. Donc, il y a évidemment de la tendresse qui affleure. Et pour autant, pour avoir une écriture qui soit la plus rigoureuse possible et encore une fois la plus dans la transmission, non pas exhaustive, mais à minima une tentative d'être complète, bah, la tendresse ça ferait que non, je parle pas de comment elle est méprisante avec Pauline Savary qui tente de monter un syndicat de femmes de lettres et que Marguerite Durand torpille avec un mépris vraiment terrible. Et bon, donc oui, ça crée une relation particulière. Et des fois, je me suis vraiment demandé, bon, est-ce qu'en fait, je respecte là qui elle était est-ce que aussi en dévoilant que il y a des choses sur lesquelles elle se trompe, est-ce que je la respecte et en même temps, j'ai l'impression de faire mon travail. Voilà. Donc c'est vrai c'est vraiment une distance très particulière à trouver, qui est je pense pas encore la même que vous, qui est effectivement au quotidien avec elle tout le temps, mais pour pouvoir écrire correctement sur elle, bon, voilà. Il y a évidemment beaucoup d'attachement. D'ailleurs on dit Marguerite, on l'appelle par son prénom. Ça j'essaye de pareil dans l'écriture parce que je trouve que c'est un travers qu'on a aussi quand on écrit sur les femmes, que de ne pas les appeler par leur nom entier, mais uniquement par leur prénom. Donc, de maintenir quand même un peu de distance et de rappeler qu'elle s'appelle Marguerite Durand. Voilà. Il y a, je pense, que beaucoup d'occurrences de Marguerite Durand dans le livre. On trouvait la bonne distance. Mais oui, quand je suis allée voir sa tombe, par exemple, bien sûr, ça m'a pas laissé de marbre, alors qu'elle est en marbre, en fait. La tombe. Les notes de bas de page, par exemple, ont été supprimées. C'est ce genre de notes-là. Peut-être à raison. Hein, merci pour ce travail. Oui, c'est touchant, quoi. Forcément qu'il y a de la tendresse. Ouais, j'ai de la tendresse maintenant. Alors, on a une dernière question. Puis après, on laissera les personnes présentes qui souhaitent aussi poser des questions, probablement. Alors c'est une biographie, mais comme tu le dis, c'est quand même une écriture, c'est ton écriture, voilà. Donc la question que moi je me suis posée, c'est quelle part de toi il y a dans cette biographie? Le collier de perles, ça me semble évident. Et ça c'est une sacrée question. Je l'ai lu pourtant quand on en a discuté et déjà je me suis dit j'y réfléchirai plus tard et en fait j'y ai pas réfléchi. En fait j'ai trouvé dans l'écriture de la biographie par rapport à l'écriture du corset de papier qu'effectivement je devais y avoir moins de place. Je pense qu'il y a moins de moi dans la biographie que dans le corset parce que, et je trouve en ça que ça se rapproche de la volonté de l'écriture scientifique, de l'effacement de la narration ou pour pouvoir mettre en lumière et en valeur la personne sur laquelle on travaille. Là, l'idée, c'est pas de parler de moi dans la biographie, c'est évidemment j'y dresse des commentaires de temps en temps. De temps en temps, je pense que je surgis comme ça et que les personnes qui me connaissent me reconnaissent. Voilà. Et qu'il y a un regard contemporain qui parfois analyse des situations où là effectivement c'est moi. Mais j'ai vraiment essayé, et c'est un gros travail qui a été fait en relecture et en correction aussi, de retrouver cette distance-là pour qu'en fait
celle dont on perçoive la voix, ce soit Marguerite Durand. Je la cite énormément, il y a beaucoup de citations pour que justement ce soit elle qu'on entende et pas tant moi. En revanche, je trouve qu'écrire cette biographie de Marguerite Durand, ça a de l'influence sur moi. C'est-à-dire que quand je vois l'extrême confiance et l'extrême audace qu'elle démontre des tas de fois, moi, quand je me dis avec mes petites questions de légitimité, de petits syndromes de l'imposture qui réapparaissent, tout ça, je me dis, Lucie, est-ce que Marguerite, elle se serait posé la question? Trop pas. Donc, allez, on y va. Voilà. Et il y a vraiment des moments, c'est pour la blague, hein, mais je me suis acheté une énorme fausse fourrure. Marguerite Durand. Mais c'est sûr, jamais, il y a 5 ans, jamais. Et je l'assume en plus, quoi. Maintenant, je suis là, je suis hyper contente avec ma fausse fourrure léopard. Alors que, et je sens bien que, voilà, il y a comme ça des éléments d'audace, de confiance, qu'elle transpire. Clairement, elle se pose pas de questions. À plein de moments, elle fonce, même si elle n'a pas d'argent, elle achète. Enfin, on sait ça, voilà. Je vous invite à aller lire comme ça les épisodes où vraiment elle achète un bâtiment sans avoir aucun argent. Mais ça, étrangement, ça finit par marcher. Non, c'est fou, quoi. Ouais. Tribunal administratif à la fin, bon, tenez, parce que on peut plus. C'est vrai, c'est vraiment ça. Donc je crois que oui, c'est ça. Elle me marque en ça. Cette idée de, voilà, je m'inspire de l'audace de Marguerite. D'où le fait que ce soit dans la collection Les Audacieuses. Conclusion parfaite. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous voulez le micro ou est-ce que vous pouvez penser pouvoir parler assez fort? Oui, j'étais très pressée de venir vous écouter ce soir. J'avais rencontré Marguerite Durand et je me disais, mais c'est nécessaire de faire une série sur Marguerite Durand. J'avais même proposé le sujet une fille qui a fait quelque chose sur Madame Petit. Ma question, c'est sur la loi de la laïcité, tout le débat sur la laïcité. Comment elle s'est positionnée, Marguerite Durand? J'ai jamais vu. Dans la fronde, ça n'apparaît pas beaucoup, hein. Non. Autant il y a vraiment des chevaux de bataille qui sont très nets dans la fronde. Autant c'est Dreyfus, voilà, pour ne citer que ça. Les typotes, les typographes, les ouvrières typographes, vraiment à fond. Tout ce qui va plutôt relever du travail. La laïcité, en tout cas moi, ça n'est pas ressorti comme étant un sujet. Alors il doit y avoir des articles, hein. Je n'ai pas lu tous les articles de tous les quotidiens de la fronde, donc certainement qu'il y a des, mais dans ce que Marguerite Durand elle en dit et ça n'apparaît pas tout à fait. Ouais, ce serait intéressant d'aller fouiller parce que je pense qu'il y a nécessairement un traitement a priori, mais en tout cas c'est pas prégnant, ça ressort pas comme étant un sujet de l'émancipation pour les femmes. Non, pas chez Marguerite Durand. Non, et même, alors, elle a un rapport à la religion qui est plutôt affectif, donc elle n'est pas religieuse, mais elle garde beaucoup d'affection pour les sœurs qui l'ont élevée, les Saintes Trinitaires, et qui l'ont élevée en plus un peu à la dure. C'était quand même... voilà, péché, c'était dur, quoi. Et elle en garde ses sœurs Sophronie, elle a un portrait d'elle encore très tard, elle a beaucoup de tendresse pour elle. Elle n'est pas non plus, quand elle travaille pour l'Action, donc elle fait une fusion de la fronde avec un nouveau quotidien qui s'appelle l'Action, qui lui se déclare comme anticlérical, mais c'est une aventure éditoriale qui dure très peu. En réalité, ça marche pas très bien cette fusion. Elle y perd beaucoup, d'ailleurs. Ouais, ce serait intéressant d'aller regarder, ouais. Il y avait une question. Vous voulez le micro? C'est peut-être mieux pour les gens qui sont au fond. Merci. D'abord, merci pour cette présentation que j'ai trouvée passionnante et qui me donne très envie de lire la biographie.
Et je voulais vous poser 2 questions. D'abord, je voulais savoir si vous avez rencontré dans vos recherches des mentions à une autre féministe qui s'appelait Astier de Valzère, qui était une rivale en fait de Marguerite Durand. Et l'autre question, c'était concernant les animaux. Vous avez parlé de tigre, vous avez parlé d'une souris blanche. Est-ce qu'on trouve beaucoup de mentions aux animaux, par exemple dans les agendas, dans la correspondance avec Séverine, qui était aussi une amie des animaux? Voilà. Alors, pour votre première question, non, pas du tout. C'est pas, ça n'apparaît. J'ai pas lu de correspondance, par exemple, et son nom n'apparaît pas dans ses agendas. Non, pas du tout. Et pour les animaux, oui. Alors là, à fond. Elle a eu beaucoup d'animaux. C'est pas pour rien qu'elle fonde le cimetière, hein, alors qui est pas de son initiative. Le cimetière, hein, c'est Georges Armois, qui est avocat et qui a un journal qui s'appelle l'Ami des chiens, qui lui propose, puisque la loi à ce moment-là ne permet pas de se séparer des cadavres d'animaux. C'est très très compliqué. Et donc c'était un vrai problème de santé publique à ce moment-là, puisque les gens soit les enfouissaient un peu vaguement, pas très loin de chez eux, soit les jetaient dans la Seine. Bon, donc il y avait beaucoup de cadavres d'animaux, et donc Georges Armois lui propose, connaît son influence, sa force de frappe aussi, hein, lorsqu'elle veut quelque chose du point de vue de la loi, elle l'obtient, en tout cas elle facilite, c'est vraiment une facilitatrice. Et donc ils montent tous les deux le cimetière pour animaux en 1999. Et oui, elle a beaucoup d'animaux, et je disais tout à l'heure qu'elle a déménagé donc à côté de chez Séverine, vraiment sur la dernière partie des années 20. Et il y a une entrée dans son agenda où en fait elle déménage tous ses animaux à Pierrefonds, puisque de fait voilà, c'est le déménagement. Et quand elle rentre dans son appartement, elle est très triste parce qu'elle trouve ça terriblement vide. Elle a eu des oiseaux, des chats, des chiens, des chevaux, et il y en a beaucoup qui sont enfouis au cimetière d'Asnières encore, dont on peut voir les plaques avec c'est tout petit, ça tient dans la main, Gribouille, son cheval, voilà. Oui, ça apparaît quand même assez régulièrement, c'est vrai. Ouais. Elle y était très très attachée. Oui, elle y était très très attachée. Merci beaucoup. Je suis venu un peu en curieux et tout d'un coup j'ai quelque chose de très fascinant. Je vous remercie. En fait, j'avais une petite question sur les cercles ou les réseaux dans lesquels Marguerite Durand s'est inscrite, parce que j'imagine qu'elle n'a pas agi seule. Alors, vous avez dit qu'avec Madeleine Pelletier, ça matchait pas trop, visiblement. C'est vrai que Madeleine Pelletier est une figure quand même assez particulière du féminisme. J'ai croisé dans mes recherches qu'elle fréquentait un peu les Sœurs Optimistes et Suzanne Noël. Vous avez évoqué la franc-maçonnerie, ça c'est un aspect qui m'intéresse aussi, et enfin, je serais très intéressé de vous entendre m'en dire un petit peu plus sur ces questions-là. J'essaye avec... Non, j'essaye pas avec celui-là. Je sais pas pourquoi. Oui, elle est toujours en collectif. C'est le collectif, c'est en plus un axe assez important de sa conception de la lutte sociale. D'où les syndicats qu'elle a vraiment aidé à monter, que ce soit des syndicats d'ouvrières. Elle fait partie du syndicat des directeurs et directrices de presse. Enfin voilà. Effectivement, il n'y a pas de lutte solitaire. Ce qui compte, c'est la fédération. Et c'est d'ailleurs ce qui parfois augurera des conflits avec d'autres personnes. Je parlais par exemple du conflit avec Pauline Savary, donc qui cherche à monter un syndicat d'artistes femmes. Et Marguerite Durand le torpille, comme je disais, en tout cas est tout à fait contre.
et non pas parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait d'autres syndicats qui se montent, puisque selon elle, c'est vraiment par ça que ça doit passer, mais parce qu'il ne faut pas se disperser. Et que l'idée, c'est de ne pas disperser ses forces, de ne pas disperser les efforts. Elle écrit même quelque chose comme « on est si proche du but que ce serait quand même dommage de rater là parce qu'on se divise ». Voilà. Donc ça, c'est la partie, disons, lumineuse. Dans la partie peut-être plus discutable, c'est aussi le besoin de centralité qu'elle semblait démontrer. Elle n'aime pas trop que ça ne passe pas par elle. Donc, quand elle co-organise des événements, les congrès féministes, par exemple, de 1900, l'Office du travail féminin en 1907, le congrès du travail féminin, elle ne le fait bien évidemment pas jamais toute seule. Elle le fait avec par exemple, l'Office du travail féminin, le congrès qu'elle fait en 1907, c'est avec Marguerite. Et elle écrit dans son agenda que c'est très pénible de travailler avec elle, parce que ça ne va pas au rythme qu'elle veut, parce qu'elle estime que sa camarade ne travaille pas correctement, que bon, ça la fatigue, alors qu'elle veut avancer très vite. Donc tout le monde ne peut pas suivre son rythme, il y a ça aussi. Hein, et je trouve ça fou comme ce sont des travers qu'on peut encore tout à fait retrouver dans des organisations militantes maintenant. Des personnes qui vont centraliser le travail militant parce qu'ont des capacités de travail colossales et vont tout à fait pas accepter le fait qu'on n'aille pas au même rythme. Sauf qu'à un moment, la nuit, des fois, il y a des gens qui dorment, par exemple. Voilà. Et donc, non, même si on regarde les initiatives de Séverine sur le vote blanc, le référendum, ou sur... il y a des moments où je trouve que la fédération féministe qu'elle mette en place toutes, là, c'est toujours, voilà, on retrouve quand même toujours un peu les mêmes. Autour des années 1900, la contestation du centenaire du Code civil en 1904, donc Marguerite Durand, elle organise, disons, une protestation contre l'anniversaire du Code civil qui ressemble à ses méthodes à elle. Elle fait une soirée avec des conférences, des gens qui viennent parler du Code civil, à quel point il est misogyne, qu'en fait il faut absolument revenir dessus. Et à côté de ça, il y a d'autres organisations féministes comme celle de Caroline Kaufmann qui crée un événement au sein de l'Assemblée. D'ailleurs, on est quand même juste après les attentats anarchistes, donc tout le monde a peur que ce soit un nouvel attentat anarchiste qui se déroule. En fait, c'est un ballon qui éclate sur lequel il y avait marqué le Code civil écrase les femmes. Voilà. Bon, Caroline, il y a une manifestation à l'extérieur, les femmes brûlent des codes civils quand les députés sortent de l'Assemblée. Mais pour autant, Marguerite Durand, là où je la trouve politiquement aussi assez intéressante, c'est qu'elle sait qu'il y a d'autres méthodes de lutte que les siennes. Et la plupart du temps, elle les accepte et elle les valorise. Là, en l'occurrence, il y a eu ces luttes, disons, radicales dans la journée. Le soir, elle fait applaudir Caroline Kaufmann pour l'événement pour la protestation qu'elle a mise en place. La manière dont elle parle des Anglaises aussi, les suffragistes anglaises, c'est pas inintéressant. À la fois, elle va dire nous les Françaises, on n'est pas comme ça. Nous, on fait des congrès, on écrit des textes, on a un féminisme qui est intellectuel. On pourrait pas faire comme les Anglaises, mais pour autant, elle les reçoit. Il y a une délégation des féministes anglaises qui viennent parler au congrès, je crois que c'est au congrès de 1900. Congrès féministe de 1900. Ouais. Et quant à la maçonnerie, alors, Marguerite Durand, elle n'est pas initiée, elle fait pas partie des initiés. Il y a toute une vague de féministes qui effectivement seront initiées à la franc-maçonnerie dans les années 1890. Marguerite Durand, elle en fait pas partie. Elle en est très proche. Son premier mari, Georges Laguerre, est un franc-maçon assez important. Beaucoup de ses amis et de ses camarades de lutte, effectivement, font partie de la dizaine de femmes initiées à partir des années 1890. Donc, elle en est proche. Elle donne souvent des conférences au Grand Orient. Pour autant, en tout cas, de ce que j'en sais et en m'appuyant sur les recherches qui sont faites par les historiennes des francs-maçons, du mouvement franc-maçon, non, elle fait pas partie des initiés, ni Séverine d'ailleurs. Non. Elles en sont proches, vraiment ça circule, mais elles sont pas, elles, initiées. Non.
Est-ce que vous avez trouvé beaucoup de sources sur ses relations avec Clémenceau? Alors, beaucoup de sources, sûrement celles que vous connaissez déjà. Dans les agendas, en fait, il apparaît quand même à de nombreuses reprises. Elle y fait appel régulièrement. Elle y fait appel notamment quand elle subit des violences conjugales terribles de la part du père de son fils. Donc et donc elle l'appelle après avoir été victime, vraiment. Elle se fait frapper, son enfant lui est enlevé, voilà, par le père de son enfant, donc par son père. Et donc elle appelle Clémenceau pour qu'il puisse la défendre au tribunal. Donc vraiment, oui, ça fait partie de ses amis proches. Lorsqu'elle veut monter l'Office du travail féminin, évidemment que c'est lui à qui elle écrit tout de suite pour un peu lui forcer la main sur des questions budgétaires, hein, pour que la ligne budgétaire soit inscrite à l'ordre de vote. Voilà. Il y a un mot que j'ai trouvé aussi assez surprenant de la part de Clémenceau, qui lui aurait, donc c'est pareil, c'est toujours dans ses agendas, qui lui aurait dit quelque chose de l'ordre de j'ai bien fait de rester un peu éloigné de vous parce que vous êtes comme un grand incendie qui, même quand on se croit un peu éloigné, nous brûle quand même, enfin quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a des rumeurs en tout cas qui diraient que peut-être ils auraient été, en tout cas que Clémenceau aurait eu des vues au moment sûrement où elle est actrice à la Comédie et qu'il fréquente assidûment le foyer. C'est pas en tout cas, j'ai rien qui l'atteste. Voilà. Donc dans les sources, c'est plutôt les occurrences, la fréquence des occurrences de Clémenceau dans les agendas. Ouais. Est-ce que vous avez pu, c'est votre biographie, donc je ne sais pas si vous l'avez exploité, mais les mémoires d'Arlor, donc Arlor a succédé à Marguerite Durand, enfin, elle la connaissait depuis très longtemps, hein, puisqu'elle était rédactrice aussi à La Fronde, et elle a pris la succession de Marguerite Durand à la tête de la bibliothèque, et elle a écrit des mémoires qui commencent bien avant cette période, et dont on n'a pas pu, on ne pouvait pas ouvrir une interdiction de sa part. Elle a vécu très âgée, elle était centenaire, et elle ne voulait pas qu'on ouvre ses mémoires. On comprend un petit peu pourquoi, parce que ce que dit Marguerite Durand n'est pas quand même très tendre. C'est bon de se dire. Je dois dire qu'on a quand même ouvert et vu. Avant, je crois qu'elle avait demandé 50 ans après sa mort. Ah oui, d'accord. On n'a pas été très correct. Elle n'avait qu'à pas vivre. Donc c'est terrible ce qu'elle dit. Mais je ne sais pas si vous avez pu. Voilà. Et d'une manière plus générale, c'est vrai qu'elle ne faisait pas l'unanimité. Enfin, on a parlé très rapidement de Madeleine Pelletier, mais c'était pas toujours facile, les relations qu'elle avait avec d'autres ministres, comme Hubertine Auclair. Hein. Hubertine Auclair, je reprends le micro. Alors, les mémoires d'Arlor, oui, je les ai lus, et c'est vrai qu'elle est hyper dure dans ce qu'elle dit au moment de la mort de Marguerite Durand notamment, et des choix qu'elle fait. Je crois que le passage que j'ai trouvé le plus dur, c'est les choix qu'elle fait pour le discours que la famille lui demande de faire au moment des obsèques de Marguerite Durand. Et bon, là, nous, nos regards contemporains voient bien l'importance qu'elle a eue. Alors effectivement, avec ses travers, a priori, voilà, elle flambait au resto, elle invitait tout le monde, elle n'avait pas d'argent, elle était a priori assez dispersée dans l'organisation de la bibliothèque, si on en croit précisément les mémoires d'Arlor. Mais je trouve ça assez dur, comment elle dit bon, elle va essayer d'être sympa pour le discours. Enfin, en résumé, c'est quand même un peu ça. Alors que, mais je sais pas très bien quelle était la teneur de leur amitié, puisque
Donc Arlor est quand même salariée de la bibliothèque. Elles se voient tous les jours, elles travaillent ensemble. Ça fait très longtemps qu'elles se connaissent. Ça fait très longtemps qu'elles travaillent ensemble de façon assidue, qu'elles militent ensemble. Et on a l'impression que Arlor n'en peut plus. Voilà. C'est vrai, hein, je ne sais pas ce que vous en avez pensé pour l'avoir lu, mais bon. Et effectivement, Marguerite Durand ne faisait pas l'unanimité parmi les féministes, sûrement pour ce côté très... Elle était partout, tout le temps. Elle voulait participer à tout ce qui se montait. Elle voulait avoir part à tous les congrès, toutes les organisations, tout le temps. Et quand elle n'en fait pas partie, elle est un peu amère. Et je crois que Hubertine Auclair, notamment, savait qu'on ne pouvait plus passer... Enfin, il s'organisait avec Marguerite Durand. Il n'y avait pas le choix à ce moment-là. Mais était un peu fatiguée, en tout cas, pour le dire poliment, de certaines de ses méthodes. Oui, elle faisait pas du tout l'unanimité. On termine du coup les questions avec la dernière conservatrice dans l'ordre. Voilà, c'est parfait. C'est vrai que là, parfait. Ouais, moi j'ai une question sur dans la biographie là, on a découvert un document que tu cites, que nous on connaissait comme ça, mais dans lequel on s'était jamais plongé. C'est l'encyclopédie manuscrite en 5 volumes, écrite par la mère de Marguerite Durand, cette espèce d'encyclopédie féministe qui recense des femmes de l'Antiquité, etc. Alors du coup, moi je me suis un peu penchée dedans, j'ai regardé certaines entrées pour essayer de trouver des choses qui parlent en chronologie. Par exemple, cette encyclopédie, elle écrit après la mort d'Olympodore. Elle dit « Ah, Olympodore, hop, elle est morte ». Par contre, il y a un article sur Louise Michel, et Louise Michel, elle est là bien vivante, donc on est avant 1905, par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce document? Enfin, je veux dire, tu dis très justement dans ton livre, il faut le faire numériser, il faut s'en occuper, etc. Tout à fait. Mais nous, la question vraiment qu'on se pose, c'est est-ce que Marguerite Durand, du coup, avec sa mère, elle baigne dans quelque chose de féministe, c'est-à-dire qu'elle voit sa mère écrire cette encyclopédie? Ou est-ce que c'est Marguerite Durand qui incite sa mère à écrire ce document? Enfin, pour moi, c'est une vraie question, quoi. Et voilà, je sais pas si toi, tu as des hypothèses ou des... Voilà. Alors, j'ai des hypothèses, en effet. Donc, Anna-Caroline Durand, elle est pas féministe au départ, ou en tout cas, elle n'a pas de... Dans ce qu'on connaît d'elle, dans les articles qu'elle a écrits, il y a... Bon, en tout cas, elle milite pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. En revanche, dans certaines des fictions qu'elle écrit, notamment dans La Fronde, sous pseudonyme, un pseudonyme étrange, Silex, pourquoi, comment, on ne sait pas, sur les questions d'avortement, elle est quand même, elle pose des choses assez progressistes. Et donc, elle écrit cette encyclopédie en 5 volumes à la main, et elle entre par ordre alphabétique des fiches biographiques et biobibliographiques de femmes qu'elle considère comme ayant une influence sur l'histoire. Et ça va aussi bien de têtes couronnées à des militantes, à des sculptrices, à voilà. Alors, de l'œuf ou de la poule, entre Marguerite Durand et Anna-Caroline Durand. Marguerite Durand, on sait qu'elle vit son épiphanie féministe au moment du congrès de 1896, et je pense que l'encyclopédie arrive après. Je pense en termes de datation, je crois que vraiment on peut se dire ça. Et je me demande parfois si Marguerite Durand n'a pas fini d'écrire pour sa mère. Ça, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup, effectivement, qu'on plonge dans cette encyclopédie et qu'on puisse regarder même les différentes graphies, puisque comme tout est écrit à la main, Anna-Caroline Durand, sur la fin de vie, c'est compliqué quand même, elle est pas en bonne santé. Donc, est-ce qu'elle peut continuer d'écrire autant? Est-ce que c'est Marguerite Durand qui la pousse? En tout cas, pour sûr, Marguerite Durand, elle s'en sert de ce dictionnaire, notamment pour l'exposition des femmes célèbres du 19e siècle. Et évidemment que ça nourrit aussi cette idée de matrimoine, d'histoire des femmes et de contredire ce qu'on appelle le déni d'antériorité, c'est-à-dire il n'y a pas eu de femmes qui ont. Voilà. Il n'y a pas eu de femmes historiennes, il n'y a pas eu de femmes artistes, il n'y a pas eu de génie féminin. Voilà. Ce qui
place tout le temps les femmes en position de débutantes. Et ça, pour le coup, Marguerite Durand, en s'employant à utiliser le dictionnaire biographique écrit par sa mère, elle essaie de démontrer que, bah si, en fait, il y a eu des sculptrices, des autrices, des scientifiques, voilà, qui ont participé à la vie politique aussi. Mais oui, ça c'est un projet, ouais, c'est un document incroyable. Ouais, ouais. Et moi, j'ai vraiment pas du tout consulté parce que c'est colossal. Hein, là, je pense que c'est un projet de recherche à lui tout seul. Donc, s'il y a des gens qui veulent financer la recherche, n'hésitez pas. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose à faire là, ne serait-ce que pour voir qui est référencé dans la sélection, en fait, ce qui va aussi beaucoup éclairer sur la connaissance que ces femmes ont à ce moment-là de l'histoire féministe, en fait. Ouais. C'est un super point de repère. Ouais, on va s'arrêter là-dessus si ça vous va. On a prévu un petit pot, vous pouvez boire un verre et puis on pourra continuer à discuter encore un petit peu. Si vous avez d'autres questions, voilà, ce sera pas trop tard pour les poser. Tu veux dire un petit mot? La libraire. Ah oui, notre cher collègue libraire de la librairie Pescalune, qui se trouve pas très loin, est là et vous pouvez acheter la biographie de Marguerite Durand en avant-première dès ce soir. Et